Samuel, comment Oui, vas-tu? bonjour. Qu'est-ce que tu as fait si tard? J'ai mixé toute la nuit. J'adore dire ça parce qu'on a l'impression que je suis un gros DJ. En fait, on prépare un très gros spectacle à Disneyland Paris pour un Alors d'ailleurs, événement. tiens, présente-toi Ouais. un petit peu comme ça, on Oui, va bonjour. comprendre. Quel rapport? Tu fais pas tu n'es pas caché dans un accoutrement de Mickey. Qu'est-ce que tu fais toi chez Disney? Je suis producteur musical à Disneyland Paris, donc je me charge de toutes les musiques qu'il va y avoir sur les parades, les spectacles, les mappings, les spectacles de drones, les événements. Dès qu'il y a besoin de faire de la musique, euh, on la produit pour le parc. Donc c'est une de mes missions. À côté de ça, je suis chef d'orchestre et artiste contemporain sur plein de projets et en l'occurrence dans le monde du Web3 avec Crypt. Donc j'étais déjà venu plusieurs fois parler de ça avec toi et merci de m'inviter régulièrement à venir parler sur la chaîne. Mais voilà, il y a une grosse partie de mon travail aujourd'hui. Quand je suis pas sur Crypt à faire de l'art conceptuel et des méta NFT, je mixe la nuit des gros spectacles devant le château de la Belle au Bois dormant. Donc de 23h à 5h du matin, on travaille. Quelle vie. Ouais, mais c'est cool en même temps. Tu vois, t'es tout seul. Enfin tout seul. Il y a tous les départements qui travaillent, mais on est devant le château à 5h du mat. On envoie du gros son et on travaille et c'est cool. Eh ben, excellent. En tout cas, c'est toujours un plaisir, hein, tu le sais, de te recevoir. J'aime prendre un petit peu de hauteur de temps en temps dans l'émission, que ce soit avec Daniel, qui vient nous animer une chronique un peu dystopique et théâtrale, et avec toi, où on va aborder régulièrement justement l'art numérique sous toutes ses formes. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'exposition Decoding Korea, qui a débuté le 21 juin dernier et qui s'est prolongé tout cet été au Palais Immersif à Paris. Alors, pourquoi moi parce que tu m'as proposé plusieurs sujets et je t'ai répondu tout de go, Corée. Pourquoi? Parce que la Corée, en ce moment, c'est un peu, il y a une énorme conférence blockchain là en ce moment en Corée, et c'est un pays qui est très numérique, on peut dire. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie que tu nous parles de ça. Donc est-ce que tu peux nous raconter cette exposition d'art numérique? Bien sûr. Alors en fait, comme voilà, je vais intervenir régulièrement pour faire une sorte de chronique artistique, l'idée c'est de parler de l'actualité et sous couvert de l'actualité et de ce qui se passe dans l'art contemporain en France ou dans le monde et spécifiquement l'art numérique ou l'art blockchain ou le crypto art, il y a plein de petites variations là-dedans. Aussi parler de sujets un peu plus généraux, profonds, globaux sur l'histoire de l'art. Et il se trouve que dans ce que je t'ai proposé pour la chronique de ce matin, il y avait cette exposition absolue que j'ai trouvée fabuleuse, qui était tout l'été au Grand Palais Immersif à Paris. Le Grand Palais Immersif, c'est pas encore une exposition, enfin une salle d'exposition qui est très connue parce qu'elle n'a que 2 ans. C'est l'Opéra Bastille qui a donné une de ces salles pour pouvoir avoir un espace d'exposition entièrement dédié à l'art numérique et à l'art immersif. Donc évidemment, une salle d'art contemporain qui est à l'Opéra de Paris, tu penses bien que moi ça m'intéresse, donc je vais voir ce qui se passe. Et cet été, il y avait une très très belle exposition pendant 2 mois qui s'appelait Decoding Korea, qui a donné la place à 11 artistes de Corée du Sud qui venaient donner leur vision de la politique d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui. Ce n'était que de l'art numérique ou de l'art immersif. Donc c'était pour le coup absolument passionnant. À la base de tout ça, c'est Nam June Paik qui est sans doute un des premiers artistes numériques. On considère qu'en 1953, c'est le premier à avoir fait une vidéo et à avoir créé un montage à vertu purement artistique, esthétique. C'était un Coréen du Sud. On était en plein, évidemment, pendant cette séparation des Corées. Guerre de Corée, Guerre de Corée, 50-53, 50, ouais, voilà, absolument. 50-53. Et en 53, on a cet artiste qui fait une vidéo numérique qui vient justement. Alors, il était plus dans l'expérimentation à ce moment-là que dans le message politique, mais cela a permis d'ouvrir tout un champ à des artistes de Corée du Sud et pour pouvoir parler de leur pays, parler des conflits bien évidemment socioculturels depuis 2010, la Corée du Sud a ouvert énormément d'aides gouvernementales pour les artistes contemporains en disant c'est très important de redonner de la place à la vision de l'artiste dans le monde d'aujourd'hui. J'aimerais bien que tous les pays fassent ça. Attention, en Europe, on est bien lotis et il y a une protection de l'art.
Mais La Chine fait des pop-up régulièrement pour exporter son art. J'ai vu ça dans quelques endroits dans Paris. oui, oui, alors oui, avec une petite différence, même si je respecte énormément, bien évidemment, je respecte énormément tout l'art qui est fait par les artistes chinois. Je dis juste que les pop-up qui sont amenés par le système chinois est un système différent parce que c'est pour exporter au passage l'industrie. Donc on n'est pas exactement au même endroit que cette exposition d'Icoding Korea qui, elle, est faite pour aider les artistes de Corée du Sud et pas juste amener une industrie, quoi. En profiter pour amener une industrie. Là, on est Oui, on vraiment... voit qu'il y a de la propagande. Oui, Mais voilà, d'ailleurs, c'est un oui. outil de propagande. On y reviendra Tu tout à le dis l'heure. Ouais. plus rapidement que moi, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc on avait, voilà, dans cette exposition Decoding Korea, toutes les techniques de Nam June Paik, avec son mouvement Global Groove, ce ne sont que des œuvres qui utilisent tradition et modernité. Donc on a des œuvres de 53, on a des œuvres de 73. Moi j'ai été très touché par les œuvres évidemment contemporaines. Je pense à Lost Paradise de Lil Nam, qui était une œuvre numérique, donc une sorte de montage numérique visuel fait avec ordinateur sur le paradis perdu et l'espoir complètement détruit de la Corée. J'ai été très touché par l'œuvre de Kwon Ae-yoon, donc elle est de 2016, qui s'appelle 499 ans. En fait, on voit les souvenirs d'un soldat en expérimentation avec des interviews, des vidéos, là encore des montages un peu d'immersion. Et pourquoi ça s'appelle 489 ans 489 years? Parce que c'est la durée qui a été estimée si on voulait déminer intégralement la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Rien que ça, c'est ultra touchant de se dire, voilà une œuvre qui vient dénoncer le fait qu'en l'espace de quelques années de guerre des deux Corées, on a créé un endroit qui ne sera de toute façon jamais pacifié avant au moins 489 ans. Il y a une autre œuvre, et après on pourra parler plus globalement, qui m'a pas touché, j'avoue, mais qui m'a par contre fait beaucoup réfléchir, c'est Ramhan. Alors Ramhan, c'est un artiste que peut-être les fans de crypto art et de NFT connaissent bien. Ramhan est présent sur énormément de plateformes de vente d'art numérique, et donc son œuvre en particulier, là, c'est si tu as des sortes d'aliments numériques, donc c'est des NFT avec qui représentent des aliments, donc des aliments spécifiques de la Corée, et si tu les consommes, alors les consommer, ça veut dire les regarder longtemps, ou bien les toucher au niveau de l'écran tactile, ou bien slider sur l'écran, eh bien tu vas déclencher une API de ChatGPT qui va te faire une prédiction sur le monde de demain. Donc en fait, ça rappelle tu sais, les gâteaux chinois quand tu les ouvres et tu as une petite prédiction à l'intérieur, les gâteaux de fortune. Oui. Mais en fait, il a fait les gâteaux de la fortune, qui existent aussi en Corée du Sud, mais version NFT. Et en fait, tu découvres ton NFT, et une fois que ton NFT donc passe au statut reveal, eh bien tu as la prédiction, c'est la fortune. J'adore. Donc c'est très drôle. Ça m'a pas. Et après, c'est généré aléatoirement avec un Et c'est généré algorithme. aléatoirement, Ouais. et c'est directement ChatGPT assumé par OpenAI, donc c'est très rigolo, Hmm. et ça vient parler de quelque chose. Ça m'a pas ému esthétiquement, mais ça m'a évidemment parlé parce que ça rentre en plus dans ce que je fais moi à côté avec Crypt sur les méta NFT, c'est-à-dire utiliser le code de la blockchain et des smart contracts pour adapter l'art d'hier et / ou parler du monde d'aujourd'hui. On va parler du monde d'aujourd'hui justement, mais effectivement, c'est passionnant. Tu as encore quelque chose à rajouter sur l'exposition? Non, malheureusement, alors, elle continue de faire le tour du monde et voilà, je voulais parler de ça. Évidemment, la prochaine fois, j'essaierai de vous parler d'une exposition qui est encore active, mais là, on est début septembre, elle est terminée, donc trop tard. Allez sur Internet, vous verrez quelques éléments à droite à gauche. Elle n'a pas fonctionné suffisamment bien déjà parce qu'il y a pas eu assez de com, et puis surtout tout le monde était au JO, donc personne n'est allé dans les musées. Enfin, personne, j'exagère, mais il y a eu beaucoup moins de monde que prévu. Les gens préféraient aller voir le sport et c'est très bien aussi. Donc elle a pas eu le succès escompté. J'aimerais bien qu'elle revienne. Et en tout cas, pour les Parisiens ou les Franciliens ou ceux qui passent à Paris, allez voir cet espace, le Grand Palais immersif, qui est un endroit où il y a toujours des choses fascinantes parce que ancrées dans la contemporanéité. Ok, écoute, alors, écoute, je te dis, je vais rarement voir des expos, et j'ai été voir une expo, je sais pas si t'as été, c'est
Théâtre des Lumières, je crois, un truc comme ça. Oui, 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 tout à Et en fait. fait, une expo numérique sur Van Gogh, sur le Oui. Japon. Je sais pas si tu l'as vu. Euh, on m'a invité à y aller parce que de moi-même j'aurais certainement pas été. Euh, Moi perso, enfin en fait, tu vas dans une énorme salle, une espèce de hangar, c'est une ancienne gare, je crois. Et en fait, D'accord. sur les murs et sur le sol aussi, sont diffusées, eh bien les différentes œuvres qui sont mises en mouvement. En fait, donc c'est assez intéressant. Alors moi perso, je me suis fait chier, je te dis la vérité, parce que moi ça manque. Moi, tu sais, j'ai besoin d'un petit peu d'interactivité, j'ai besoin d'un peu d'explication, j'ai besoin d'être un peu guidé. Là, en fait, on avait des gens qui étaient assis par terre, certains dormaient. En fait, c'est assez passif comme exposition. Donc moi, j'y ai pas personnellement été sensible, mais je sais pas si toi, alors c'était pas prévu, mais je t'en parle parce que c'est Oui, rare que je vais voir une expo, donc je pouvais pas ne pas t'en parler. Est-ce que tu y as été? Est-ce que toi, t'es oui. sensible à ça et Alors, qu'est-ce que tu en penses? j'y étais allé en 2019 parce qu'en fait l'expo qui est actuellement là, le Japon rêvé de Van Gogh est un retour de 2019. Alors j'en pense plein de choses. Déjà l'atelier des Lumières est un endroit que j'aime beaucoup, donc en effet j'y vais régulièrement. Ils avaient toute une exposition Matisse qui était absolument fabuleuse pour le coup, et c'est devenu une franchise maintenant. C'est-à-dire que régulièrement il y a des expositions qui tournent, et c'est pas que à Paris, ça s'exporte dans plein d'endroits. Ce sont des espaces où on va être baigné par des animations, des peintures, d'œuvres en particulier. Donc c'est redéfinir l'exposition d'une nouvelle manière. C'est ne pas aller dans un musée pour voir le tableau au mur, mais le vivre en étant immergé à l'intérieur. C'est Donc, Atelier des Lumières pour celles et oui, ceux que ça Atelier des intéresse. C'est Lumières. en cours, ça, par contre. Vas-y. Et ça tourne, oui, alors ça devait s'arrêter le 1er septembre et en fait ça va durer jusqu'au 1er octobre. Donc vous avez, et peut-être que ça, si ça continue de marcher, ils prolongeront encore. Et de toute façon, si l'exposition Van Gogh, quand elle s'arrêtera, 2, 3 mois après, il y en aura une nouvelle parce que ce lieu ne ferme jamais et il est toujours sur le même concept. Ça pose plein de questions. Ça pose la question de, ça détourne l'œuvre originale. C'est-à-dire que le travail que Van Gogh avait fait et son rapport avec l'art japonisant est très intéressant. Moi, à titre personnel, je préfère encore être dans une exposition où je vais voir les tableaux tels qu'ils ont été créés, c'est-à-dire en 2D mis au mur, avec l'explication qui va avec. Là, ils sont détournés, donc ils sont recréés. C'est une autre Ouais. œuvre. Ce n'est pas Bah, du par Van Gogh. exemple, typiquement, juste pour que tout le monde puisse se projeter, hein, en fait, donc il projette effectivement sol et mur les différentes peintures de Van Gogh. Mais par exemple, tu vois, quand il y avait des oiseaux, bah ils les font, ils volent quoi. Donc tu les vois en Oui. animation. Donc clairement, voilà, ils retravaillent les œuvres de façon numérique et ils y ajoutent du mouvement. Hein. Et évidemment, après, il y a des tableaux qui s'enchaînent les uns avec les autres, etc. Voilà, juste pour être sûr que tout le monde situe bien de quoi il s'agit. Après, moi, j'adore les réécritures des œuvres. C'est-à-dire que tu prends une musique classique qui a été modifiée, électrifiée avec du rythme derrière. Je le fais moi régulièrement. Bah, tu vois, même à Disney, on prend des classiques de Disney et on les réarrange à la sauce moderne pour réactualiser l'œuvre. Donc, j'ai absolument aucun problème avec ça. C'est juste que c'est une expérience différente. Moi, je pense qu'il faut pas y aller pour aller voir du Van Gogh. C'est-à-dire que si vous voulez vous intéresser à Van Gogh et à voir l'œuvre de Van Gogh, bah, il faut aller voir une exposition Van Gogh. Quand on va à l'Atelier des Lumières, on va vivre autre chose. On va vivre un moment immersif. On va être nimbé de l'univers d'un peintre. On va rentrer, et c'est bien fait. Moi, les mouvements sont très bien faits, sont très respectueux. La musique est très, 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 très belle, très intéressante. Et tu as raison. La meilleure chose à faire, c'est de trouver un spot où vous sentez une énergie qui vous parle. Ça veut dire quoi, une énergie qui vous parle? Ça veut dire être dans un espace-temps, un endroit où l'harmonie des couleurs et des formes vous fait du bien, ou vous questionne, ou vous fait réagir. Et quand vous êtes à cet endroit-là, eh bien, vous pouvez vous poser par terre. Moi, à chaque fois que je vais là-bas, effectivement, je trouve un spot où j'aime être nimbé de l'esthétique présentée. Je m'allonge. Je suis entouré de cet esthétisme, de cette musique, de ces couleurs, de ces formes, et je viens baigner dans de l'art et non pas juste regarder de l'art au mur. C'est une autre manière de consommer de l'art et c'est vachement bien. Et puis si on s'emmerde, on part et puis on va voir la fois d'après, parce que pour le coup, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec Van Gogh que ça marchera pas quand ils ramèneront Matisse, par exemple, ou Magritte. Hmm. Non, non, mais après, bon, c'est vrai que c'est une, c'est clairement
une appétence. C'est-à-dire que effectivement, moi, quand j'y suis allé, je m'attendais à de l'interactivité, je m'attendais peut-être à plus d'explications, alors qu'en fait, la partie explicative et la partie contenu, elle est cachée derrière. Oui, Il faut oui, aller oui. la chercher. Mais le côté effectivement immersif, on se pose et on vit le moment tel qu'il est. Il faut être sensible à ça. Moi, je n'y suis pas sensible, mais aussi parce que voilà, je suis pas du. Enfin voilà, c'est. Mais en tout cas, voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus, mais c'est intéressant. Alors, on va revenir un peu donc sur la chronique, et là par contre on va passer à un sujet un peu plus brûlant, mais qui est passionnant aussi. Est-ce que tu penses que c'est normal, question un peu rhétorique, mais quand même, que l'art s'intéresse aux questions géopolitiques et socioculturelles? Alors là, tu nous as donné l'exemple de la Corée, où évidemment le contexte géopolitique est central dans l'histoire du pays et même dans sa politique, hein, que ce soit militaire, diplomatique, géopolitique, etc. Et alors, plutôt que est-ce que c'est normal, même si on répondra aussi à cette question, quel est le rôle de l'art justement dans ce contexte-là? Et alors dans ce cas-là, pour répondre à ça, il faut dire quel est le rôle de l'art. Point. C'est déjà, et c'est une énorme question. Évidemment, il n'y a pas une seule réponse. Moi, j'essaie de l'expliquer, de le vulgariser de manière simple. Pour moi, l'art, ça va être, il y a trois gros piliers. On va faire simple, il y a la description, l'émotion, la réaction. C'est-à-dire que, à la base, la première forme d'art, ça a été d'écrire le monde. Si on part des peintures rupestres, c'est une manière de représenter les scènes de chasse, de représenter les animaux. Donc c'est de la description. La description du monde va aussi toucher toute la période romantique, va aussi toucher tout l'art religieux, parce que finalement les icônes sont aussi une manière de représenter les saints, de représenter Dieu. La chapelle Sixtine en est un exemple absolument fabuleux de description de scènes spirituelles. Et puis l'art contemporain va aussi le faire, c'est-à-dire que l'impressionnisme a bouleversé le monde de l'art le jour où on a décrit le monde différemment, c'est-à-dire que l'artiste a eu un œil qui n'était plus un œil réaliste, mais justement un œil impressionniste, parce qu'il fallait réagir à l'art photographique et se dire maintenant que la photo est capable de reproduire de manière réaliste, il faut décrire autrement, et jusqu'à l'art contemporain où il va y avoir des descriptions du monde, ne serait même Rothko avec ses gros aplats de couleurs finalement ne fait que décrire des effets lumineux et colorés qui s'offrent à lui. Donc ça, c'est l'art descriptif. L'art d'émotion, c'est dans la volonté de produire une émotion. Alors moi, mon artiste favori pour ça, c'est bien sûr Beuys, Joseph Beuys, qui a un art autour du feutre, donc de la moquette, parce qu'il a été enfermé dans un train pour partir des camps de concentration, pour fuir les camps, et il s'est enfermé dans un rouleau de moquette, et toute sa vie a été de reproduire de l'art autour de la moquette, du feutre et des sensations qu'il a eues pendant son voyage d'évasion. C'est fascinant. Donc là, on est pile sur de l'émotion, c'est-à-dire quelque chose de viscéral qui vient être partagé. Et on a évidemment l'art de réaction. Alors l'art de réaction, ça peut être déjà l'art spirituel, on parlait des peintures rupestres, mais finalement déjà à l'époque, l'objectif de l'art était de réunir les gens. On suppose, alors j'étais pas là à l'époque, mais on suppose que... C'était pas de laisser sa trace? Ah, a priori... Pardon mes questions de néophyte des fois, mais tu sais moi est-ce que c'était pas une façon de dire voilà, on dessine ce qu'on vit et ça restera pour des prochaines générations, etc. Non, c'était plus pour ouais. J'aime bien cette théorie, mais je vais te dire qu'elle n'est pas dans les livres et elle a pas été étudiée parce qu'on a l'impression que dans les tribus primitives, on était quand même beaucoup plus au temps présent. On n'était pas Donc c'était plus rituel alors. Alors on ne sait pas si c'est purement descriptif, si c'est dans un but d'éducation plus que de transmission, c'est-à-dire apprendre aux jeunes générations ça c'est un tigre à dents de sabre, ça c'est un mammouth, ou bien un peu plus spirituel. On suppose que ce sont aussi les peintures de Lascaux pourraient être des premières figures divines. Ah, les premières idoles en fait, ouais, c'est ça. Exactement, les premières idoles, et que se réunir. Par contre, l'être humain, l'Homo sapiens, a toujours voulu se réunir au coin du feu et se raconter des histoires. C'est ce qui a défini la société humaine. Et donc, aujourd'hui, on se raconte des histoires en allant au théâtre ou au cinéma ou avec des supports. Bah, à l'époque, le support visuel, c'était le mur qu'on venait éclairer parce que c'était quand même des murs qui avaient besoin de torches pour être vus. Et donc, on est quand même encore dans la description et la réaction de créer une société. Ça, c'est la base. Enfin, la base, c'est l'origine historique. Ensuite, la réaction, elle était
beaucoup spirituel pendant toute la période de la Renaissance puis le début du romantisme. Pourquoi ? Parce que c'était des commandes, c'était de l'art à la gloire de Dieu ou de l'Église majoritairement, ou bien commandé par l'Église. Donc la réaction attendue est la spiritualité, la dévotion. Quand le Le romantisme prosélytisme. et Montrer la grandeur. et une forme de Ouais. propagande bien évidemment religieuse. Et c'est celui qui paye qui décide, évidemment. Donc c'est le commanditaire, en l'occurrence l'Église. Ça a été une grosse majorité de l'art classique. Les familles aussi. Pardon, je suis allé à Florence récemment et l'art était aussi souvent et parfois. Alors ça pouvait être architectural, ça pouvait être des œuvres, etc., des tombeaux, etc. Et là, c'était les familles en fait qui commandaient de l'art sous toutes ses formes pour voilà asseoir leur grandeur, avoir voilà une visibilité, non? Tout à fait. Alors là, pour le coup, tu es sur un art de commande individuel qui est de la description. Il était de bon ton, de la même manière qu'aujourd'hui on met des photos des grands-parents sur le meuble télé. Et ben à l'époque, on mettait les tableaux de toute la famille. Il y avait un côté, c'était presque obligatoire. Est-ce que, alors ça c'est une vraie question, hein, est-ce que c'est de l'art? Dans le sens, oui, dans ma première définition de la description, avoir un tableau du grand-père, un tableau de 5 mètres par 2, d'accord, c'est la description du grand-père, ou bien la volonté de se la péter quand on fait des fêtes à la maison et que regardez, j'ai des grandes peintures faites par un peintre connu. Est-ce que c'est une vision de l'artiste du monde? Là, on est carrément sur de la Moi, commande. je parlais par exemple, tu sais, de la famille Médicis là, qui Oui. commande un tombeau absolument magistral. Enfin, franchement, moi, j'ai été bluffé par l'architecture, par les matériaux, par tout ce qui. Enfin, c'est vraiment, c'est sublime. Tu te sens minuscule à l'intérieur. Et là, clairement, c'est une commande à des artistes, à des sculpteurs, des architectes, des trucs, les meilleurs d'Europe, etc. Et là, clairement, c'était de la C'est pour s'appêter. pour se montrer quoi, voilà, c'est Oui. ça. J'ose dire, et avec la possibilité de me faire des ennemis, ce sont des artistes qu'ils ont fait travailler, et donc les artistes étaient contents de le faire parce que ils gagnaient leur vie, mais c'est à l'artisan qu'on faisait appel plus qu'à Ah l'artiste. oui, c'est intéressant la nuance. C'est-à-dire qu'en fait, on Ouais. utilise la technique de l'artiste, sa technicité. C'est-à-dire c'est l'art techné. Les Grecs appelaient ça la techné. Quand l'artiste utilise une technique de perspective, une technique de couleur, une technique d'anatomie. Mais est-ce que l'artiste va donner son avis sur le monde? Là est la question. Ça me rappelle le portrait de Churchill. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est Graham Sutherland qui était un peintre et qui en 54 le Parlement voulait offrir à Churchill pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour l'Europe et l'Angleterre, lui offrir un portrait. Et donc en 1954, on est bien d'accord que les portraits réalistes, c'est bon. Enfin, on fait une photo dans ce cas-là. Quand on fait appel à un artiste, on fait appel à une vision. Et donc, Graham Sutherland a passé un temps très long avec Churchill pour déterminer sa vision du bonhomme. Il y a un épisode dans The Crown, dans la série, qui est entièrement dédié à ça, qui est absolument génial. Parce qu'évidemment, Churchill a détesté le résultat. Il a même pas été exposé. Il paraît qu'il l'a caché il l'a jamais détruit, mais il l'a caché dans un de ses bureaux parce que l'artiste a donné sa vision de Churchill. Et donc, on n'était pas du tout sur un tableau comme à l'époque des Médicis ou à l'époque de tous les aristocrates pendant plusieurs siècles qui demandaient des photos, parce que la photo n'existait pas, ça remplaçait la photo. Alors qu'aujourd'hui, quand on demande à Graham Sutherland de représenter Churchill, on ne demande pas une photo, on lui demande une opinion. Et là, on est dans l'art, c'est-à-dire la vision de quelque chose vue par un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un regard décalé par rapport au pur réalisme. C'est en ça que l'art artisanat s'est décalé de décennie en décennie, de siècle en siècle, pour aller de plus en plus vers l'art réaction. Et le XXe siècle est l'apogée de cet art réactionnel, donc politique, pour revenir à ta première question. Un deuxième, qui est: est-ce que l'art doit être politique? Au bout d'un moment, l'art description, c'est fini, fini. On a la photo et on a la caméra, donc on est capable de représenter visuellement le monde de manière parfaite. Dans le sens,
dans le sens idéal, dans le sens respectueuse, ressemblante. Donc, l'artiste ne va pas juste montrer sa vision du monde avec son regard de perspective ou de couleur, il va montrer autre chose. Et qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer ses opinions, il va montrer ses émotions, il va montrer sa vision du monde, et c'est là que l'art devient un art réactionnel, pas réactionnaire, réactionnel. L'art conceptuel, c'est Duchamp, c'est Abramovich, c'est Soulages, c'est Klein, c'est tous ces artistes qui ne cherchent plus à représenter le monde, mais plutôt à faire réfléchir, faire réagir. Et si on commence à faire réfléchir ou réagir, à un moment donné, on parle politique. C'est-à-dire que si on a un regard sur le monde et qu'on se ferme les yeux sur ce qui se passe politiquement, ça n'a plus aucun intérêt. Donc ça, c'est dès le 19e siècle, Goya, dans tous ses peintures et spécifiquement les désastres de la guerre, dans sa gravure, Goya est un artiste engagé. Il a fait j'utilise ma technique pour gueuler contre tout ce que je trouve insupportable, en l'occurrence la guerre. Picasso, sans doute son œuvre la plus forte, c'est Guernica, parce que outre les Ménines et outre les femmes nues sur dans les lits à son appartement, outre tout ça qui est magnifique et qui est un travail esthétique absolument génial, il y a Guernica. Waouh, il y a Guernica qui vous prend aux tripes parce que là, c'est la vision d'un artiste de quelque chose qui est insupportable pour lui. Il y a carrément un mouvement, alors c'est Banksy qui l'a créé, c'est ce qu'on appelle l'artivisme. C'est-à-dire que l'art, c'est le mélange de art et activisme. Il y a un moment donné où l'art doit. Un artiste qui a une technique incroyable et utilise cette technique pour avoir un regard, qui a quelque chose à dire, qui a un regard sur le monde, va devoir à un moment donné se mêler de politique. Et attention, quand je dis politique, je parle pas de droite ou gauche, je parle pas. La vie de la cité, quoi. Exactement. Et l'actualité et tout. Au sens d'Aristote, le vivre ensemble. L'artiste, s'il a un regard sur le monde spécifique, et bien donc il a aussi un regard sur le vivre ensemble et il va pouvoir donner son avis et faire réagir. Et tu nous donnes beaucoup d'exemples liés à la peinture, mais on peut retrouver ces effets-là, notamment dans la littérature. Bien sûr, parlons de Zola. Si on parle d'un artiste en littérature, pour moi, alors Victor Hugo était complètement engagé politiquement. D'ailleurs, maire de Paris. Les siècles des Lumières. Ce sont les philosophes, ce sont des artistes littéraires, parce que pour le coup Voltaire était un philosophe, mais c'est un artiste. Ses contes sont évidemment l'œuvre d'un artiste et pas juste d'un philosophe, comme pourrait l'être un peu plus Rousseau. Pour moi, alors attention, je vais me faire taper dessus, mais la différence entre Rousseau et Voltaire, c'est qu'en effet, l'un des deux est plus artiste que l'autre. Voilà, okay. Je vais pas taper dessus. Je vais laisser la parole rapidement à TX qui lève la main depuis à peu près 47 minutes. Vas-y TX. Ouais, c'est à peu près ça, peut-être que 45, mais oui. Mais en fait, j'avais deux questions pour toi, Samuel. La première, tu as plus ou moins répondu. C'était du coup, comment est-ce qu'on fait la limite entre le travail du coup et l'art, parce que du coup, il y a tout un tas de formes de travail qui sont clairement pas de l'art, mais d'autres qui peuvent s'y apparenter. Je pense notamment, par exemple, moi je suis rédacteur, donc tu vois, j'écris des articles et des fois ça peut presque s'apparenter, peut-être pas de l'art, mais bon, ça y ressemble quand même des fois. Et le choix des mots et le choix de les assembler les uns avec les autres, c'est le début de la littérature, donc oui. D'où la question du coup. Et pour la deuxième question, ce serait si du coup il y a pu avoir des technologies qui ont fait que l'art est passé de la représentation à l'interprétation, si je m'exprime bien. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres technologies qui feraient que l'interprétation serait à son tour désuète en quelque sorte? Je pense notamment à l'IA, et que ça bouge peut-être que l'art bouge vers une autre forme de représentation. Merci beaucoup pour cette question TX, parce qu'en fait, ça permet à Jérém de ne pas avoir à poser la dernière. Donc c'est très bien, parce que quelque part, tu le fais pour lui. Donc c'est très bien, c'est parfait. Ta première question, la réponse que je vais donner à la première, c'est la mienne. Attention, c'est pas une vérité, mais moi, je me définis la différence entre l'artisan et l'art. Pour moi, c'est au niveau de l'intention. C'est juste quelle intention j'ai. Si on me passe commande en me disant on a besoin, Samuel, d'une musique qui va faire ça, de tant de minutes, et qui doit faire ça, et accompagner telle image, ok, c'est une œuvre de commande. Donc j'utilise ma technicité,
mais je me sens un artisan. Je me sens pas un artiste parce que je n'ai pas d'intention personnelle à part faire mon travail du mieux possible et faire du beau. Et c'est déjà bien. Maintenant, je vais basculer dans le monde de ce que moi j'appelle l'art quand j'y mets une intention. Une intention, et je reviens à mes 3 piliers, ça peut être une intention descriptive, ça peut être une intention émotive, ça peut être une intention de réaction. Mais dans tous les cas, j'ai la nécessité de faire cette œuvre. Des fois, j'ai des jeunes artistes, ou moins jeunes, qui viennent me voir et qui me parlent d'un projet qu'ils ont, et à chaque fois je leur demande, mais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu peux ne pas le faire? Si la personne me répond, bah oui, j'ai eu une envie là comme ça, puis je le fais, je fais non, c'est pas une envie qu'il faut, c'est un besoin. Une œuvre qui n'est pas écrite sous nécessité ne peut pas toucher et devenir et être forte au point d'être considérée comme de l'art. Ça, c'est ma définition et c'est ce qui fait, par exemple, que beaucoup des films Marvel depuis 10 ans sont nazes. Parce que leur seule nécessité est de faire du pognon et de ramener des gens dans les salles et de faire vivre les personnages. Mais il n'y a pas à un moment donné quelqu'un dans l'équipe de Kevin Feige qui s'est dit waouh, j'ai vraiment besoin de parler de ça parce que dans ma vie il s'est passé ça et j'ai besoin de mettre Spider-Man dans cette situation-là. Non, la nécessité elle est uniquement faire pas touche à Spider-Man. Attention. mais et puis des fois t'as des miracles comme Vice Versa 2. Alors je parle évidemment, je prends j'ai adoré mais c'est exceptionnel, c'est génial. D'animation. Parce que pour le coup, tu sens de la part des créateurs une nécessité de parler de l'angoisse et de parler de ça. C'est tellement personnel, c'est-à-dire que tu sens que chacun des animateurs et des réalisateurs de ce film ont mis de eux dedans. Donc l'intention à créer quelque chose. Et moi, j'y suis allé voir ce film d'animation avec quelqu'un qui est de nature angoissée. Alors moi, ça me parle pas. Je suis pas sujet, alors, pour l'instant en tout cas, aux crises d'angoisse ou même à toute forme d'angoisse. Mais c'est un fléau qui touche nos sociétés et notamment les jeunes depuis des années. Et cette personne avec qui j'y suis allé m'a dit mais c'est impressionnant comment ils ont réussi à illustrer. À force d'exemples, avec une certaine humour et en même temps une certaine gravité dans certaines scènes, exactement ce que je ressens. Et effectivement, le 1 déjà avait permis, je crois, d'illustrer certaines émotions de façon assez innovante. Et là, sur le 2, ils ont poussé encore plus loin sur le sujet de l'angoisse. Hein. Donc, ouais, la référence est hyper pertinente, Samuel. Parce que on pourrait moi j'avais très peur en me disant bon c'est une suite donc ils font ça que pour le pognon. Bah non, ils ont réussi à créer la nécessité artistique et puis bah par contre à côté de ça le dernier Captain Marvel comment dire que non quoi, il y a aucune volontairement c'est mon employeur, j'ai le droit. Je prends volontairement des exemples vraiment de la pop culture. Non mais alors là pour le coup, pardon, mais Marvel est extrêmement politique. Alors autant il parle pas des émotions peut-être, etc. Autant pardon, et là aussi je vais peut-être me faire des ennemis, mais tant pis. L'idéologie est ultra présente chez Marvel depuis quelques années, notamment depuis que ça a été acquis par Disney. Et là quand même, le message politique, il est à tous les instants. Donc, on peut pas dire que dans les œuvres. Non, il est pas dans le dernier Captain Marvel. Là, tu sais celui où il y a Miss Marvel en même temps, là où elles sont 3. Ah bah si, au contraire, puisqu'on voit bien la diversité. La sainte diversité est mise en avant, ne serait-ce que dans l'affiche du film. Donc, ce sont des femmes, elles sont toutes de couleurs de peau différentes. C'est vraiment le woman power poussé à l'extrême, la diversité. Donc, rien que ça, et je vais pas plus loin dans le synopsis du film. Au contraire, pour moi, il est symptomatique de cette volonté de quotas, cette volonté de visibiliser les minorités. Pardon, sur ça, je suis pas d'accord. Hein. Ok, alors intéressant. Donc tu me dis oui. Alors oui sur la volonté de Disney de montrer l'inclusion, la diversité, comme tu dis, les quotas. Donc je suis d'accord avec toi qu'il y a cette nécessité-là, mais ce n'est pas une nécessité d'artiste. Ça, c'est une nécessité d'économie, de marketing, parce que pour le coup, c'est pas forcément de la sincérité. C'est on veut porter ce message-là parce qu'il est à la mode. Je vais me faire taper dessus par les patrons. Ils utilisent l'art cinématographique pour promouvoir cette idéologie. Me trompe-je?
Non, parce que Disney, pardon, on a vu des, pareil, on rentre dans des sujets, mais moi je m'en fiche, je les trouve passionnants ces sujets. Mais pardon, on a vu des archives dans lesquelles le board de Disney affiche ouvertement sa volonté, à travers ses films, de montrer effectivement les différentes minorités, d'inclure auprès d'un public jeune les notions de transidentité, de liberté sexuelle, etc. Donc non, c'est une volonté qui est idéologique. D'ailleurs, que l'on y soit favorable ou pas, c'est même pas le sujet. Et ils utilisent l'art, donc le cinéma, c'est le 7e art, hein, il paraît, pour promouvoir cette idéologie. Alors, je suis avec toi, d'accord. Et moi, parler comme Yoda. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le papier, en théorie. Maintenant. Et d'ailleurs, pardon, et d'ailleurs, oui. les associations qui défendent le droit des minorités, de toutes les minorités, eh bien, se font fort de relayer justement cela. Quand on sait que Elsa s'avère finalement être lesbienne, quand on sait que toutes ces C'est pas choses-là encore officiel. C'est pas encore officiel. Attention. Oui, bon, je me fais. ça, Blanche-Neige qui ne devait, mais ça, ils sont revenus là-dessus, tu vois, ne devait pas effectivement être si blanche que ça. Les nains ne devaient pas être finalement que des nains. Alors ça a été revu, ça, si j'ai bien compris, suite à la polémique. Mais on voit bien effectivement que sous couvert, enfin, il diffuse effectivement cette, moi je dis idéologie, mais certains pourraient dire ces droits nouveaux. Cette avancée progressiste et démocratique à travers l'art. Je sais pas ce que t'en penses, mais enfin pour moi ça. J'ai envie d'être d'accord avec toi, mais je vais quand même dire que on parle d'insérer des points politiques et sociaux, culturels très importants dans du divertissement. Donc on utilise alors est-ce qu'on utilise le divertissement pour faire passer des messages, ou est-ce qu'on fait passer des messages dans le divertissement pour se donner une belle image? Ça, c'est encore un autre débat, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit allié au studio Marvel en disant j'ai vraiment besoin de parler de la transidentité pour telle et telle raison, et de parler du woman power, et donc je vous amène un projet parce que j'ai besoin de Capitaine Marvel pour le faire. La nécessité d'écriture, elle est pas à cet endroit-là. La nécessité, elle est, on a des personnages, on doit produire un film. En ce moment, ce qui est important, c'est l'inclusion et le féminisme, et donc on va les caler. Donc l'endroit, le schéma de création n'est pas lié. L'intention, je vois. L'intention, Okay. c'est du divertissement. Ça reste du divertissement et on met des messages dedans. Et c'est très bien. Et à côté de ça... Mais en même temps, pardon de te donner un contre-exemple, mais quand on voit que le cinéma a été un des soft power les plus puissants des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, on voit bien qu'il y avait une volonté de la part des dirigeants américains que de diffuser justement l'Amérique comme étant le sauveur du monde à travers tous les films d'action, etc. Et que finalement Hollywood a été le diffuseur de cette idéologie politique. Énorme propagande. Et ben là, c'est la même chose avec justement cette inclusion qui est devenue aujourd'hui la norme informationnelle et politique. Et pour moi, c'est la même chose. Donc, soit on utilise l'art pour faire passer les messages, soit effectivement enfin ouais, je sais pas. Moi, je vois un parallèle en fait entre les deux. C'est-à-dire, autant un artiste qui va œuvrer pour la paix ou pour l'écologie, bah, il fait de la politique par le prisme de sa production artistique. Bah, les producteurs aux États-Unis, et d'ailleurs on le sait, hein, il y a aujourd'hui des personnes qui sont payées pour venir relire les scripts pour vérifier effectivement que toutes les critères d'inclusion sont respectés. On voit qu'il y a quand même au-dessus une volonté politique de cadrer l'œuvre artistique à l'idéologie dominante et l'idéologie du moment, hein, si on la contemporarise. Ce qui prouve bien que le besoin, c'est exactement, je suis d'accord avec toi, et donc le besoin artistique ou idéologique n'est pas la source de la création de l'art. Il vient se superposer. Et c'est en ça que je différencie le divertissement idéologisé, et c'est très bien de faire passer des messages par le divertissement, et je le différencie de l'art contemporain, où là tu as un artiste ou un collectif d'artistes qui part de l'intention
de ce qu'ils veulent faire et qui vont créer quelque chose de spécifique à Donc ça. ça veut dire que si c'était une association antiraciste qui fait une fresque, par exemple, au nom de la diversité, ça, ce serait de l'art, puisqu'effectivement, c'est la volonté de l'association que de partager ce message et elle le fait par le prisme de l'art, alors que Hollywood, c'est différent. Non, Plus, toujours non pas? plus. Non, parce que si tu as une association, l'association va continuer de passer commande à quelqu'un qui va. Moi, l'art, il est fait au moment de la conception de l'idée de l'artiste qui a un regard sur le monde. Donc c'est l'artiste qui doit définir. L'artiste qui fait l'art. Et là, la question, si on va plus loin, c'est-à-dire que selon toi, alors qui est l'artiste d'un film? On va dire que c'est qui? C'est le producteur ou c'est le réalisateur? Et on en parle à la prochaine chronique, hein, parce qu'on. Ah oui, pardon. Mais parce que là, on est sur une énorme question. Mais oui, mais c'est pardon, mais c'est passionnant. Ok, on en parlera. Voilà, on en parle à la prochaine. Parce que TX avait une deuxième question et j'ai une visio dans 5 minutes. TX avait une deuxième question qui était, voilà, parce que maintenant j'ai oublié pour le coup. On disait la différence. Aide-nous TX. Ah oui, sur l'IA. Oui, sur l'IA. Voilà. Oui, et t'as parfaitement. Alors pour le coup, c'était presque la dernière question que je voulais qu'on aborde par rapport à l'exposition d'Ecoding Korea qui a eu cet été. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'art numérique, change la donne, change le paradigme. Pas vraiment. Par contre, donne une nouvelle information. C'est-à-dire que si on veut parler du monde d'aujourd'hui, et si on veut parler de politique, et si on veut parler du vivre ensemble, je cite Harry Belafonte. Vous connaissez Belafonte, c'est celui qui chantait Hey oh, tam ta tam ta, la musique dans Beetlejuice là quand ils sont possédés. Ah bah qui ressort au cinéma bientôt d'ailleurs. Voilà. Et donc Belafonte disait lors de son énorme discours devant le Lincoln Center pour les grandes manifestations pour les droits des Noirs américains, et il disait l'art, le principe premier de l'art est d'être le miroir de la société, c'est-à-dire de renvoyer une image de la société à ceux qui la composent. Donc aujourd'hui, si l'artiste contemporain renvoie une vision de la société et révèle la société aux gens qui vivent dedans et qui n'ont pas forcément ce recul et ce décalage, parce que être artiste, c'est aussi être un peu barré et s'extraire du monde pour le regarder et en faire un miroir. Dans ce cas-là, il faut absolument intégrer une nouvelle tech. C'est pour ça que moi, depuis des années maintenant, j'intègre dans ma réflexion artistique et dans mon regard les nouvelles technologies. Et dans les nouvelles tech, il y a la blockchain. Dans les nouvelles tech, il y a l'IA. Et effectivement, faire de l'art numérique aujourd'hui en niant que tout est en train de changer, bah c'est un peu se fermer les yeux et c'est être de moins en moins moderne, c'est déjà être passéiste. Un artiste contemporain d'aujourd'hui qui veut parler, alors il peut parler d'autre chose, hein, il y a plein de sujets, mais dans les sujets à traiter fondamentaux, il y a le rapport aux nouvelles tech, il y a la modification profonde de tout l'écosystème mondial avec l'IA, donc l'art a encore plus besoin d'être politique aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Je suis pas attention, quelqu'un qui ne veut pas en parler restera un artiste formidable parce qu'il y a plein de choses à montrer dans le monde d'autres. Mais c'est fondamental, c'est urgent que l'art intervienne dans ces questions-là, vienne nous questionner pour nous aider à avoir une opinion, pour prendre de la hauteur, pour nous aider à prendre de la hauteur. Et je dis toujours qu'il y a 3 piliers pour la société, c'est l'éducation, la recherche et l'art. L'éducation, pas pour transmettre, et c'est la chose la plus importante. La recherche, c'est pour réfléchir à demain, anticiper demain, et l'art pour regarder ce qu'il se passe aujourd'hui, anticiper demain. Et si on n'a pas ce point-là dans le monde entier d'investissement politique, de gens un peu barrés qui viennent voir le monde différemment, on court à la catastrophe. On a besoin d'un miroir. Vous regardez le matin et vous vérifiez que vous êtes bien coiffé ou que vous avez bien mis votre chemise. Eh bien, la société doit se regarder dans des musées, des expositions et des expériences artistiques et du théâtre et du cinéma. La société doit se regarder pour vérifier si elle est bien coiffée. Merci beaucoup Samuel pour ce moment artistique. Je sais que tu dois y aller, nous allons te libérer et te remercier pour cet échange qui à chaque fois nous surprend et nous éclaire. Merci beaucoup Samuel. Merci pour ton invitation Jérém, au mois prochain. À très vite. Je crois que la date est déjà fixée, mais ce sera à peu près dans un petit mois. À bientôt. Merci. Salut Samuel. Bye bye. Bien, on va en profiter pour vous remercier d'avoir assisté à ce nouveau GM Web3. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez appris
plein de choses. Je vous invite évidemment à reposter le lien du Space avec le replay pour permettre à celles et ceux qui n'ont pu y accéder en direct de pouvoir le réécouter. L'émission sera également disponible sur l'ensemble des plateformes de podcast, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, et également sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite évidemment à commenter, à liker les podcasts et à vous abonner à nos chaînes, c'est très important pour nous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux numéros de GM Web 3, 2 en français, 1 en anglais, mardi, mercredi et vendredi matin à 10h, avec de nouveaux invités, de nouvelles chroniques, et évidemment de nouveaux sujets d'actualité que nous traiterons tous ensemble. TX, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. C'était ta première, c'était hyper intéressant et très 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 cool de t'avoir avec nous ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était comment ta première, TX? Ah bah très content d'être venu, un vrai plaisir et puis j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine du coup. Eh ben tout pareil. Et Cédric également, merci beaucoup à toi. Est-ce que ta première s'est bien passée? Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment, Jérémy. Je suis impatient de continuer. Voilà. Eh ben, Merci. tout pareil. Et puis également Raphaël, qui lui a dû nous quitter un petit peu plus tôt. Il a dû avoir un call, mais évidemment, il sera avec nous la semaine prochaine également. Passez tous et toutes une excellente journée et à bientôt. Salut!